Bien, à présent, nous sommes donc dans le cœur du sujet et ce sujet, il va être dédié ce soir à un grand format que nous baptisons sous l'angle, épisode difficile oblige, du débat viral que ce comptoir du droit peut nous offrir. Un débat viral que vont s'assurer d'entretenir deux intervenants que j'ai évidemment le plaisir de connaître depuis fort longtemps et qui ont également la joie de se côtoyer. En ce moment, c'est plus distancié, mais je sais qu'ils sont ravis de se retrouver grâce au système de visio. Il s'agit donc de Olivier Bachelet et Jean-Baptiste Perrier qui vont nous parler dans l'ordre qu'ils ont convenu en coulisses d'un thème particulièrement en prise avec l'actualité, et notamment de celles et ceux qui sortent de chez eux, qui prennent ce risque véritablement, car ils s'exposent aux foudres d'un droit pénal à tout le moins dangereux. Oui, merci Marc. Merci de nous avoir permis de parler de ce sujet, puisqu'on connaît, le thème est un peu étrange, mais on connaît le droit pénal de l'ennemi. Nicolas y a fait d'ailleurs allusion la semaine dernière. Et dans la période actuelle, l'observation des réactions législatives et judiciaires m'a conduit depuis quelques temps, et je partage ça avec vous, à m'interroger sur l'existence d'un droit pénal du danger. Un droit pénal qui s'adapterait, qui se contorsionnerait un petit peu, comme le premier, dans ses principes les plus fondamentaux, pour pouvoir punir, mais cette fois pour pouvoir punir ceux qui mettent en danger. Alors j'ai déjà eu l'occasion, Marc le sait, de m'exprimer sur ce sujet, notamment sur les réseaux sociaux. Je prolonge aussi cette réflexion donc, avec vous qui m'est venue à propos de la violation du confinement, en précisant tout de suite, justement par rapport à ce qui a pu se passer, que le propos que je tiendrai ne se fait pas une critique de l'action des magistrats, qui prennent parfois des décisions à chaud et qui réagissent, et facile pour nous ensuite de venir les critiquer. C'est donc avec du recul que j'interviens, et je suis donc très heureux de le faire justement aux côtés d'un magistrat, et je suis encore plus heureux que ce soit Olivier. Mais bon, j'en viens à notre sujet, pour vous présenter tout cela. Pour mettre en œuvre le confinement, on sait que le décret du 16 mars 2020 est venu interdire certains déplacements, et les arrêtés du 14 et du 15 mars avaient déjà prévu la fermeture de certains lieux accueillant du public, et immédiatement, comme toujours, dès qu'il y a une interdiction, la question s'est posée de la sanction en cas de non-respect. Lorsque le confinement a été mis en place, la seule sanction qui était prévue était cette contravention générale du code pénal en cas de violation des arrêtés et des décrets, c'est-à-dire une amende de 38 €, ce qui n'était sans doute pas très efficace. Et c'est pourquoi, très vite, un décret du 17 mars a créé une contravention particulière pour non-respect du confinement. À l'époque, ça ne concernait d'ailleurs que le confinement. Une contravention de la 4e classe, donc une amende de 750 €, mais tout de suite et immédiatement, on a prévu d'appliquer le mécanisme de l'amende forfaitaire. Donc c'est la fameuse amende de 135 € dont on parle beaucoup. Or, c'est justement la difficulté à laquelle certains ont été confrontés. Cette contravention a pu sembler insuffisante, insuffisamment sévère, insuffisamment dissuasive, et particulièrement dans les tout premiers temps du confinement, où l'angoisse de la pandémie se faisait le plus sentir, et forcément les violations du confinement étaient les plus insupportables. Et c'est la raison pour laquelle le droit pénal a été mobilisé pour trouver d'autres qualifications plus sévères, pour appréhender celles et ceux qui, par leur comportement imprudent, en ne respectant pas le confinement, mettraient d'autres personnes en danger. On sait que le code pénal comporte certaines infractions de mise en danger. Il y a un chapitre dédié, parmi lesquels on retrouve d'ailleurs notamment l'omission de porter secours, ce qu'on appelle la non-assistance à personne en danger. Et c'est une infraction qui est aussi mobilisée dans le cadre des poursuites engagées contre certains de nos ministres. Mais le sujet n'est pas là. S'agissant du non-respect du confinement, une infraction semblait toute trouvée, du moins pour certains, c'est le délit de risque causé à autrui. Je l'ai tout trouvé pour certains, puisque dans cette période, dans les jours justement qui ont suivi la mise en place du confinement, cette infraction a pu être utilisée comme fondement à des mesures de garde à vue, voire à des poursuites et même à des condamnations. Et pourtant, ça n'était pas du tout un texte spécifique au confinement, puisque c'est l'article 223-1 du Code pénal qui incrimine, je vous lis le texte, le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure, de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. C'est précis, mais en droit pénal, il nous faut des textes précis. Les peines encourues sont d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Si l'on reprend
les éléments constitutifs, on a d'une part la nécessité d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, et en l'occurrence, s'agissant du non-respect du confinement, cela ne posait pas de difficulté, on a bien une obligation particulière, et il faudra simplement apprécier que la personne qui ne la respecte pas la viole de façon manifestement délibérée, mais ce n'était pas là la difficulté. Il faut aussi, d'autre part, exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure. Et c'est là qu'on va trouver la difficulté, à savoir si une éventuelle contamination par le Covid est ou non constitutive d'un risque immédiat de mort ou de blessure. Alors, sur cette question, évidemment, c'est une question d'appréciation, et c'est pour ça qu'il nous semblait plus judicieux de poser la question à celui qui apprécie, et c'est-à-dire au juge. Donc, qu'en penses-tu, mon cher Olivier? Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Écoute, d'abord, c'est vrai que la première question qu'on se pose quand on manipule ce délit, qui est assez malheureusement peu employé, mais lorsqu'il l'est, là aussi malheureusement, il est souvent à mauvais escient parce que je me souviens de plusieurs dossiers dans lesquels le parquet ne visait même pas dans la prévention l'obligation particulière qui avait été méconnue. De sorte qu'évidemment, on pouvait difficilement s'autosaisir en quelque sorte en allant chercher le texte applicable. Quoi qu'il en soit, donc moi, le premier réflexe que j'ai, c'est évidemment d'aller chercher, de me poser la question de l'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Et comme tu le dis, hein, c'est vrai, au débotté, j'avais des doutes. Et puis bon, je suis allé voir les textes dans le détail et il est vrai qu'on a maintenant ce décret du 23 mars hein, qui prévoit toutes les obligations en termes de confinement, interdiction et obligation de justification par intermédiaire d'attestation. Et puis, on sait que ce décret a été pris en application de dispositions du Code de la santé publique. Donc, il est assez évident qu'on est sur une obligation qui est relative à la protection de l'intégrité et de la vie. Après, s'agit-il d'une obligation particulière? Je pense on peut l'admettre au regard de la précision des obligations qui sont faites par ce décret du 23 mars. Après, une fois qu'on a le cadre juridique, évidemment, il faut qu'on entre dans la caractérisation de l'infraction elle-même. Et sur ce terrain-là, il est, à mon avis, un peu compliqué de démontrer qu'il existe une exposition directe d'autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure grave. On peut effectivement avoir méconnu l'obligation particulière de prudence ou de sécurité, mais il est particulièrement difficile de prouver d'abord l'existence d'un lien direct de causalité entre le fait de ne pas avoir respecté le confinement et l'existence hypothétique d'un risque, parce que le fait de sortir, évidemment, ne signifie pas nécessairement qu'on va créer un risque pour autrui. Il faut caractériser un comportement qui serait par exemple celui de ne pas respecter les gestes barrières ou de ne pas respecter la distance de sécurité ou se savoir par exemple infecté et malgré tout sortir de manière régulière de chez soi. Donc le lien de causalité, à mon avis, il est très difficile à établir. Et puis même si le lien de causalité était établi, est-ce qu'il est possible de considérer qu'il existe un risque immédiat de mort ou de blessure? Alors l'immédiateté du risque, bon, on sait, hein, la jurisprudence de la Cour de cassation a pu être amenée à dire qu'il y avait un risque immédiat de contracter un cancer 30 ans après l'exposition. Hein, c'est un arrêt de 2017 si ma mémoire est bonne. Mais pour autant, là, en l'occurrence, est-ce qu'on peut admettre qu'il y a un risque immédiat de mort ou de blessure? Rien n'est sûr. Si on regarde le nombre de personnes qui ont été guéries, le nombre de personnes qui sont décédées, évidemment, est conséquent et c'est très malheureux. Pour autant, prouver qu'il y a ce risque, parce qu'encore une fois, on est sur une infraction formelle, on n'est pas sur une infraction qui sera caractérisée par la survenance du dommage. Donc, in dubio pro reo, à mon avis, en toute hypothèse, la qualification de risque causé à autrui est parfaitement inappropriée ici, même si effectivement, au départ, elle pouvait paraître plaisante. Mais bon, alors, elle était plaisante, je pense probablement sur le terrain
des mesures de sûreté plutôt que sur le terrain, au bout du compte, de la condamnation pénale. C'est-à-dire que le risque aux autrui fait encourir une peine d'emprisonnement, 1 an d'emprisonnement, ce qui permet évidemment le recours à la garde à vue et du coup la possibilité évidemment de contraindre la personne à rester confinée avec un officier de police judiciaire. Donc voilà, à mon sens, effectivement, ce texte ne semble pas très approprié. Et évidemment, toute la difficulté, c'est de savoir comment réagir alors en droit pénal face au caractère inapproprié de ce texte. Qu'en penses-tu, Jean-Baptiste ? Moi, je partage tout à fait ton point de vue et je pense, à deux titres. D'abord, je pense qu'effectivement, l'objectif premier était la mise en garde à vue, le placement en garde à vue. Mais on a été, ce qui est déjà en soi chrétienne, mais on a été surpris d'apprendre qu'il y avait aussi des déferlements en comparution immédiate sur cette qualification, alors qu'effectivement, ça ne fonctionne pas. D'abord parce qu'une personne saine qui sort sans son attestation est objectivement moins dangereuse qu'une personne malade qui sort avec son attestation. Donc, s'il s'agit de parler de risque, ça ne fonctionne pas. Et puis, ça semble quand même compliqué de considérer qu'en sortant sans son attestation, on expose autrui à un risque immédiat, alors que si on sort avec son attestation, pour sortir son chat, le promener, là, par contre, on n'expose personne à un risque immédiat. Alors, ça me semble quand même assez compliqué. À l'évidence, pour moi, la cote était mal taillée. Pour ça, je parlais de droit pénal du danger, parce que je crois qu'il y a ici un premier principe fondamental qui est malmené, c'est celui de l'interprétation stricte. Et je crois que c'était d'ailleurs un point de vue partagé par le ministère, puisque la circulaire du 25 mars a indiqué que ça ne fonctionnait pas vraiment. Et c'est une circulaire qui d'ailleurs fait suite à la loi du 23 mars 2020, qui a créé justement une infraction spécifique créant un délit même pour ce non-respect du confinement. Et je vais te redonner la parole pour nous la présenter. Oui, alors ce texte, il a effectivement été pris, c'est la loi du 23 mars 2020 qui est entrée en vigueur immédiatement au moment de sa publication au JO, le 24 mars. Ce texte a modifié le Code de la santé publique et a notamment prévu un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende pour venir sanctionner le fait de ne pas respecter les réquisitions décidées par le gouvernement, par le représentant de l'État dans le cadre de la protection de la santé publique pour ce qui concerne l'état d'urgence sanitaire. Mais surtout, ce texte est venu sanctionner la violation des autres interdictions et obligations, notamment concernant les déplacements des personnes. Ces interdictions et ces obligations posées donc par le décret qu'on a évoqué tout à l'heure du 23 mars 2020. Alors, il y a un mécanisme en 3 temps qui a été mis en place par ce texte. D'abord, la violation unique, en quelque sorte, de l'obligation de confinement est sanctionnée d'une contravention de la 4e classe, à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, d'où les fameux 135 € d'amende, ou bien 375 € s'il y a la majoration. Et puis, deuxième temps du mécanisme, si la violation est constatée à nouveau dans un délai de 15 jours, à compter de la première verbalisation, l'amende est alors celle prévue pour les contraventions de la 5e classe, donc une amende de 1 500 €, mais là, l'autorité réglementaire est intervenue et a innové, puisqu'on a prévu la forfaitisation de la contravention de la 5e classe, qui n'était absolument pas prévue jusque-là. Donc c'est le Covid qui nous a amené à admettre cette forfaitisation avec le décret du 28 mars 2020. Et du coup, on a une amende, si je ne me trompe pas, de 200 € lorsque ce n'est pas majoré, et 450 €, mais c'est sous réserve de vérification sur le montant de l'amende forfaitaire majorée. Et puis enfin, on a ce fameux délit, donc, si les violations des obligations et interdictions sont verbalisées à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, il y a là un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, puis des peines complémentaires de travail d'intérêt général, évidemment alternative, puisqu'on a tout de même maintenu l'alternativité de la peine de tige, et suspension du permis de conduire aussi, lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule. Et puis, il est intéressant de noter que les verbalisations peuvent être établies non seulement évidemment par les fonctionnaires de la police nationale, mais aussi par les agents de la police municipale ou par les gardes champêtres. Que penses-tu de ce mécanisme, mon cher ami ? Alors,